Alors bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus en journée. Alors dans une de mes précédentes vidéos très short, je faisais allusion à mon top 3, si vous voulez, des bouquins que je conseillerais. Euh, Sans oublier que la liste n'est pas exhaustive. Donc en top 1, je mettais, disons en top 3, d'abord La chèvre de ma mère. Ensuite, Père riche, Père pauvre, et avant de quitter son emploi. Il faut savoir que je n'ai pas lu en fait ces livres dans cet ordre chronologique. Je pense que l'un des premiers livres entrepreneuriaux que j'ai lu récemment, c'était Père riche, Père pauvre, effectivement. Et j'ai tiré énormément d'expérience de ce bouquin. La chèvre de ma mère est un bouquin que je recommande énormément aux gens dans la mesure où euh, il reflète en fait un peu plus le contexte africain, du fait déjà qu'il a été euh, écrit par un Congolais et au travers des différents exemples qui sont utilisés, qui reflètent réellement la culture africaine. Donc, c'est vraiment un bouquin que je recommande, que j'avais vu chez un ami, mais que j'avais négligé parce qu'en fait, quand vous regardez le titre, vous ne pouvez pas penser à de l'éducation financière, à du développement personnel, quand vous entendez La chèvre de ma mère. Et pour moi, c'est un livre que je recommanderais même aux élèves dans les classes d'économie, si ce n'est pas fait aujourd'hui. Après, vous avez bien entendu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, que j'ai lu plus tard, mais j'avais déjà assisté à un séminaire de développement personnel, d'entrepreneuriat, auquel un ami m'avait convié. Et il s'avérait que l'un des intervenants faisait justement allusion à cet auteur-là. À cette époque, je ne savais pas que c'était un best-seller et je n'avais aucune notion de développement personnel. Mais j'avais été convié à un séminaire en fait sur le marketing de réseau, qui est quelque chose que je recommande tout de même aux gens. Eh bien, vous voyez, ah, excusez-moi. Allô? Oui? 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 Ben, j'ai fait la demande, j'ai déposé dans la banette de courrier. Donc, il faut voir avec Jean-Marie s'il a déposé, s'il a déjà récupéré. Je pense de... Ah oui, il était parti et je pense que j'ai établi un bon à régulariser puisque je pense qu'on paye, je pense 25 000 francs, hein, quelque chose comme ça, j'ai vu. Donc, voyez s'il a récupéré le bon. Je crois que je l'avais laissé à l'imprimante, il me semble, qu'il fasse signer par Yves. Le cas échéant, vous dites, vous faites établir un bon à régulariser. Je crois que c'est 25 000. Je l'avais envoyé là-bas, ils avaient dit que c'était 25 000, sauf erreur de ma part. Ça marche. Allez, bon courage. Bon, comme vous voyez, c'est ça la vie entrepreneuriale. C'est que vous êtes de manière courante sollicité. Là, il s'agit de l'établissement d'un document lorsque vous postulez pour un appel d'offres. C'est un document que l'on retire auprès des marchés publics qui s'avère payant. Donc, pour revenir à l'entrepreneuriat, Robert Kiyosaki est un auteur intéressant. J'ai lu énormément d'œuvres de lui, Père riche, Père pauvre, Le cadran du cash flow, Père riche, Père pauvre, comme je disais, Le guide pour investir. Et dans mon top 3, un des livres très importants qui n'est autre que Avant de quitter votre emploi. Mais vous remarquerez que lui, ces livres ont toujours une corrélation les uns aux autres. C'est-à-dire que
Dans Père riche, Père pauvre, on fait allusion au cadran du cash flow. Et dans le cadran du cash flow, on fait allusion à Père riche, Père pauvre. Et même avant de quitter votre emploi, on fait allusion à Père riche, Père pauvre, au cadran du cash flow. En fait, il faut aller sur un principe, c'est qu'on vous donne différentes raisons pour lesquelles, en fait, vous êtes prêt éventuellement à sauter le pas. Et en introduction, il explique bien que son premier jour en tant qu'entrepreneur a été le jour, en fait, le plus stressant de sa vie parce que vous vous retrouvez dans une situation où vous renoncez délibérément à la sécurité sociale, si vous en aviez une, au chèque de fin de mois, etc. Donc, dans les pays francophones, on a tellement formaté et confiné l'individu dans une notion de travail, mérite, salaire, salaire à la fin du mois pour satisfaire des biens, des besoins personnels. Ce qui fait que les gens ne sont pas mentalement et psychologiquement prêts à renoncer en fait à tout ça. Donc c'est salutaire et c'est vraiment pas donné à tout le monde. Vous allez entendre mais il est fou, il a quitté tout ça pour ça. Il a quitté son salaire stable, etc. Donc vous avez aujourd'hui certains employeurs malheureusement véreux qui jouent sur ça et qui vous disent écoutez, voilà le taux de chômage, voilà le poste que je vous présente à prendre ou à laisser, voilà le salaire présenté. Et les gens sont tellement dans ce carcan de mendicité qu'ils acceptent aujourd'hui tout et n'importe quoi. Moi, j'ai fait une carrière dans les ressources humaines, bien avant, après, de me diversifier dans d'autres aspects du management. Et vous vous retrouvez à des entretiens où vous avez des gens qui viennent pratiquement mendier le travail, c'est-à-dire qui ne se battent même pas pour, pour mettre en valeur en fait leurs compétences. C'est incroyable. C'est-à-dire, l'évaluation, c'est quoi? Vous avez se surévaluer et se sous-évaluer. Se surévaluer, c'est... Bon, tu es conscient que ton travail, voilà, à peu près par rapport à la convention collective de l'entreprise ou à la grille des emplois d'une manière générale, voilà le travail que toi, tu peux fournir et voilà en principe avoisinant la rémunération que tu es supposé avoir. Même si tu vas toujours tabler en termes de négociation au-dessus, sachant que l'employeur ou ton futur employeur va te mettre une fourchette un peu plus réduite. Mais vous avez quand même des gens qui viennent négocier le minimum syndical, le SMIC, le salaire minimum garanti. Parce que la personne a tellement galéré, a tellement tapé à des portes que elle est prête à brader tous ses diplômes. Ce qui fait que vous vous retrouvez parfois en entreprise avec des personnes en fait qui ont les mêmes ou moins de compétences que vous mais qui sont mieux payées parce qu'elles ont su mieux négocier leur contrat. Le contrat il est individuel et il est personnel. C'est un peu ça. C'est pour ça c'est encore la notion des salaires est encore très voilée au sein des entreprises africaines. On cache tout. On est dans les suppositions, il gagne ceci, il gagne cela. À tort ou à raison, parfois on surestime même la rémunération salariale de quelqu'un. Parfois on la sous-estime. Et il faut voir aussi, quand vous allez encore plus loin dans les entreprises parapubliques, ben, là-bas c'est encore pire parce que les salaires sont plafonnés par décret. Donc, il suffit qu'un conseil de ministres et un conseil d'administration dise, bon voilà, vous êtes nommé directeur général de telle entité avec un salaire de... Donc, vous coiffez tout un chacun. L'Afrique, c'est un continent vraiment fascinant. On peut voir les plus belles choses comme les plus grandes absurdités par moment.
Donc pour en revenir à l'entrepreneuriat, dans la majorité des bouquins que je recommande, il y a énormément de bouquins de Robert Kiyosaki. Mais pour moi, les tops, c'est vraiment Père riche, Père pauvre, avant de quitter son emploi, et puis le guide pour investir. Je m'explique. Euh, En ce qui concerne Père riche, Père pauvre, c'est un classique, c'est un best-seller et je vous le conseille. Il vous permet de voir comment en fait l'argent est censé travailler pour vous à un certain moment de votre vie et non le contraire. Il est important de travailler, ça je ne le cache pas. Travailler pour un employeur parce que vous avez ce qu'on appelle le retour d'expérience. Mais ce que je déplore, c'est qu'on travaille pour quelqu'un toute sa vie. Même un ouvrier aujourd'hui avec la technologie, les nouveaux moyens de communication peut devenir un auto-entrepreneur. On n'a pas besoin d'avoir un master ou je ne sais pas quoi, un doctorat, un PhD. Non, c'est le développement personnel, c'est assister à des séminaires, c'est se documenter. Vous avez beaucoup d'entreprises entre griffes coloniales où les directeurs généraux sont des expatriés, mais qui n'ont vraiment aucun gros diplôme. C'est des gars qui ont sillonné l'Afrique. Là, je parle en tant que chasseur de tête. C'est des profils qu'on recherche. On va rechercher un expatrié qui a fait le tour de l'Afrique, donc qui connaît la culture africaine, qui connaît euh, les us et coutumes, et qui a suivi des formations, c'est tout. On va pas... Bon, peut-être aujourd'hui on a un niveau effectivement d'exigence plus élevé, mais pendant un certain temps, c'était des profils comme ça qu'on recherchait. À tort ou à raison, parfois vous vous retrouvez avec un boulanger, même si je respecte cette profession, un boulanger expatrié qui se retrouve directeur général dans une entreprise. Aujourd'hui, on est un peu plus sérieux, fort heureusement. Mais vous pouvez avoir le minimum de qualification, ayez au moins une formation, ayez des formations. Vous ne pouvez pas développer des activités entrepreneuriales sans avoir une formation en informatique. Word, Excel, PowerPoint. Word, parce que vous devez écrire, vous devez rédiger des courriers, vous devez rédiger des PV. Excel, vous avez besoin des tableaux pour suivre plus ou moins votre comptabilité. Débit, crédit. Voir vos entrées, voir vos sorties. Sinon, vous allez tout le temps solliciter quelqu'un que vous devrez payer et qui parfois, quand elle est même malhonnête, truque les comptes. Donc, quand vous êtes un entrepreneur, vous essayez de réduire au maximum les charges. PowerPoint, parce que vous êtes appelé à faire des présentations, vous voulez présenter un produit à une panel de futurs clients, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une présentation PowerPoint. Après, l'informatique, c'est de la curiosité. Si vous n'êtes pas curieux, vous ne touchez pas à tout. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant au Ghana, la majorité de mes amis étaient des Ivoiriens. À 85% informaticiens. C'est eux qui m'ont appris à monter des clones. Un clone, c'est tu achètes une carte mère d'ordinateur, le processeur, les disques durs, le disque dur ou les disques durs si tu veux vraiment pomper ta machine, le lecteur CD, parce qu'à l'époque on prenait les lecteurs graveurs CD. Aujourd'hui, bon, avec l'ère du numérique, tout est sur clé USB. Après, vous pouviez ajouter une carte son, une nouvelle carte graphique, une carte TV pour suivre également la télé. Donc on montait des clones, on s'amusait, on cassait des machines, on les remontait, on les démontait. Donc moi j'ai un peu touché un peu à tout ça. PowerPoint, c'est pour faire tes présentations. Tu ne vas pas tout le temps aller dans un cybercafé qui tente aujourd'hui à disparaître ou payer un informaticien pour te faire une présentation. C'est ton travail. Donc ça, c'est les b.a.-ba. La formation, la formation. Faites des séminaires. N'hésitez pas à suivre des formations d'entrepreneuriat. Il y a tellement d'opportunités qui s'ouvrent à vous. Et c'est comme ça qu'on se cultive.
Lire, lire. Là, on est sur une liste de bouquins. C'est la lecture. Robert Kiyosaki est une référence, ça c'est clair. Mais en termes africains, la chèvre de ma mère colle un peu plus au contexte africain. Certains, en lisant le cadran du cash flow, vont peut-être pas se retrouver. Certains ne vont peut-être pas pousser la recherche en lisant des livres tels que le guide pour investir, toujours de Robert Kiyosaki, qui donne en fait les différents types d'investisseurs. Et moi, je l'ai lu justement parce que je voulais me lancer dans l'investissement. Comme je le disais tantôt, le tout n'est pas de travailler que pour de l'argent. Le tout est d'avoir l'argent qui travaille pour vous. Diversifier. Moi, j'ai investi dans des micro-projets. Le risque, c'est que parfois ça ne fonctionne pas. J'ai eu à jouer au mécène, à investir certaines sommes sur des chevaux entre griffes, donc sur des entrepreneurs qui ont raté, qui te présentent un projet, tu valides, tu donnes des sous et malheureusement, tu n'as pas tout de suite ton retour sur investissement ou parfois tu réalises des pertes. Mais l'avantage dans tout ça, c'est que tu as ce qu'on appelle, et j'y fais souvent allusion, le retour d'expérience. Tu sauras la prochaine fois qu'un potentiel entrepreneur vient chez toi avec un projet, que ce genre de projet-là ne fonctionnera pas. Parce que tu as déjà eu ce retour d'expérience, tu feras moins preuve de naïveté et tu seras mieux préparé. Dans le même ordre d'idée, quand ça a fonctionné, il y a des projets où quand tu fais face à eux, tu sais tout de suite comment les aborder. Il y a la diversification de tes avoirs à travers par exemple l'achat d'actions. La première fois que moi j'ai été au contact d'une opération d'appel d'offres à l'appel public, j'étais pas prêt, j'étais pas documenté, je savais pas trop de quoi il s'agissait, j'ai pas trop voulu. Pour moi, c'était encore cet aspect abstrait où on disait voilà, actionnaire, ceci. Je voyais ça en fait très très compliqué. Et après, lorsque vous assistez à des conseils d'administration où vous êtes actionnaire, ou bien où vous représentez des actionnaires, vous voyez que c'est quelque chose de très bien organisé, en ce sens que vous avez un ordre du jour, vous avez des points que vous abordez, et après vous avez des points que vous allez valider par vote. Pour, contre, oui, à l'unanimité, voilà, on reconduit les administrateurs. Donc c'est vraiment enrichissant. Ça vous prend que quelques heures en plus. Donc il faut que les gens arrêtent d'être mystifiés par cette notion de DG, actionnaire, c'est trop compliqué, c'est pour eux. Non. Dans certaines entreprises, vous avez de très petites entreprises qui sont actionnaires dans de grandes entreprises. C'est tout. Lorsqu'une entreprise a besoin, par exemple, d'augmenter son capital, elle fait un appel public à l'épargne. Donc, il y a beaucoup de petits projets comme ça dans lesquels vous pouvez, après vous êtes bien documenté, vous êtes bien renseigné, avoir lu les rapports d'activité validés par les commissaires aux comptes, vous pouvez savoir si, bon, cette entreprise, je peux investir. Vous avez des entreprises très bien cotées en bourse, vous tentez. Voilà, c'est des risques, mais en fait, même comme vous disiez avant de quitter son emploi, ceux qui réussissent en fait dans la vie sont ceux qui prennent certains risques. Bill Gates, Jeff Bezos, et qui rencontrent de nombreux échecs. Ces échecs qui mènent à des retours d'expérience, en fait. Donc, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas dire que vous attendez que telle personne réussisse dans telle activité pour vous lancer dedans. Pour avoir le monopole entre griffes, il faut être un pionnier. Avoir le premier l'idée, la protéger et après se lancer à fond dans son projet. C'est comme ça. Il n'y a rien de magique. Donc, je vous invite également à lire les 48 lois du pouvoir.
je ne me rappelle plus trop le nom de l'auteur. Si je regarde un peu mes notes, les 48 lois du pouvoir. Je ne me rappelle plus qui a écrit. Ah oui, de Robert Greene. Voilà, j'ai retrouvé même. Dedans, vous avez une des lois fondamentales que j'ai toujours mis en pratique. Ne surpasse jamais le maître. Notamment lorsque vous travaillez en entreprise. Je ne dis pas qu'il faut être hypocrite. Je dis que dans l'ordre des choses, ne surpassez jamais le maître. Même quand vous avez une très bonne idée, ne cherchez pas à rabaisser votre supérieur hiérarchique en ayant la tête trop gonflée. Faites en sorte que l'idée semble venir de lui. Vous vous éviterez beaucoup de problèmes durant votre apprentissage. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes, lorsqu'elles sentent une certaine montée en puissance de la part de leur potentiel successeur, ils paniquent. Dans l'ordre logique, moi j'ai toujours dit que mon plus grand souhait, c'est que la personne que je forme soit meilleure que moi. Malheureusement, la majorité des managers ont souvent cette crainte d'être surpassés par l'élève. C'est ce qui fait en sorte que vous avez des personnes qui ont une croissance fulgurante en entreprise et à un certain moment stagnent. Elles sont obligées de partir parce que justement elles font peur en fait à leur supérieur hiérarchique. Alors que dans les critères d'évaluation, vous avez ce qu'on appelle la transmission de compétences. C'est-à-dire que vous arrivez à un niveau où vous arrivez à transmettre les compétences de sorte à ce que lorsque vous n'êtes pas là, la personne peut, l'entreprise continue à tourner. C'est pour ça que vous avez malheureusement beaucoup d'entreprises où dès que le patron tombe malade, l'entreprise est malade parce qu'il détient tous les secrets. Il ne veut rien montrer. Tout passe par lui. Et quand il tombe malade, l'entreprise est malade. Quand il meurt, l'entreprise meurt. Malheureusement. D'où l'application de cette loi de ne jamais surpasser le maître. Mais bon, ça ce n'est qu'un exemple parmi 48 autres. 47 autres temps pour moi. Donc je vous invite également à lire les 48 lois du pouvoir. Je vous invite à lire également à lire L'homme le plus riche de Babylone. C'est un livre que j'ai lu en écoutant un podcast d'un artiste qui passait à l'émission de Philippe Simon et qui faisait toujours allusion à l'anecdote de l'âne et du bœuf. Donc en fait, il faut avoir cette notion du non, c'est-à-dire éviter de prendre le fardeau des autres en voulant les aider. Pour résumer, quelqu'un a des soucis, il vient te demander de l'argent. Si tu n'es pas à même de les lui donner, ne donne pas. Ne va pas t'appauvrir parce que tu as eu un petit sentiment, un petit pincement, non. Laisse la personne s'en sortir par ses propres moyens. Un exemple simple, vous avez un neveu, il vient et vous demande de l'argent, vous donnez aujourd'hui. Chaque fois qu'il rentrera dans des soucis financiers, il viendra systématiquement chez vous. Parce qu'il ne sait pas pêcher, il sait seulement récolter le poisson. Donc ça c'est un livre également, L'homme le plus riche de Babylone, que je vous encourage également à lire. Et il y a également un livre que un ami m'avait offert, Qu'est-ce qu'un chef? Écrit par l'ancien chef des états-majors de France, qui a démissionné parce que il y avait des mécontentements entre lui et le président Macron au sujet, je pense, des budgets alloués à l'armée que le président
actuel avait décidé en fait de réduire. Et lui, en fait, c'était un homme de principe. Il a démissionné de l'armée et puis il a ouvert son cabinet de conseil en management et en stratégie. Et il passe également du temps à rédiger des ouvrages, dont celui-là, Qu'est-ce qu'un chef? Et je vous le recommande énormément. C'est pour vous dire qu'en fait, il y a tellement de possibilités dans la vie. Il y a ce qu'on appelle des reconversions. Vous étiez quelqu'un à fond dans le marketing, vous perdez votre emploi ou bien vous atteignez votre plafond de verre, vous en avez marre, vous retournez à l'école, vous redémarrez quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on devrait faire, c'est quelque chose que, je ne vais pas dire d'autres civilisations, mais d'autres cultures ont appris à développer une nouvelle jeunesse. Mais vous constaterez qu'en Afrique, beaucoup d'individus sont focalisés sur leur petit job, leur petit bout de pain. De 22 ans à 60 ans, il ne va te faire que de la comptabilité et rien d'autre. Il ne diversifie pas. Il ne fait que de la comptabilité. Toute sa vie, il ne connaît que ça. La vie, c'est pas ça. Vous avez consacré 10 ans dans la gestion financière. Reconvertissez-vous. Allez voir un peu peut-être marketing, communication, informatique, HSE. Quelque chose qui va encore plus booster votre CV, qui va vous sortir en fait de cette routine. Moi, j'ai commencé formation RH. Je voulais faire de la psychologie. J'ai fait du RH. Du RH, j'ai commencé avec des stages dans le commercial, les assurances. J'ai rebasculé au RH. Ensuite, je suis allé au RH plus approfondi. Recrutement, formation, gestion de carrière. Et après, gestion des litiges. Et ensuite, je suis allé dans le domaine financier, les budgets, le suivi des investissements, l'ouverture de l'aide de crédit, le suivi de l'aide de crédit. Le négoce, on retourne dans le commercial, la gestion des stocks, plus ou moins, même si je n'ai pas réellement approfondi ça. Donc, il y a plein de trucs, la gestion technique, le HSE, la sécurité, la santé au travail. Il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de choses que vous pouvez apprendre pour avoir l'étoffe en fait d'un manager. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, être assis dans un bureau pour faire que de la comptabilité ou que des ressources humaines ou que du commercial, du négoce, ça ne peut pas m'intéresser. On va dire peut-être du négoce à un autre niveau, chef d'agence, machin. Je peux suivre de la formation pour le faire. Mais être dans un petit bureau, avoir son petit profil d'agent administratif, c'est plus pour moi. J'ai une casquette aujourd'hui de manager qui m'emmène à gérer aussi bien les ressources humaines, les finances, les stocks, le négoce, le HSE. Donc, il faut de manière constante se documenter et on se documente à travers la lecture. Il faut savoir lire les ouvrages, se documenter. Ça, c'est important et beaucoup de personnes ne lisent pas. Moi, je l'ai toujours dit et fort. Quand vous allez chez une personne vraiment riche, parce que pour moi, la vraie richesse, c'est ce qu'il y a dans la tête. Vous allez trouver chez elle des bouquins, une bibliothèque. Contrairement à d'autres, vous allez partir chez eux, vous allez trouver des biens périssables tels que des véhicules. La voiture, elle perd de la valeur. Elle est très affectée par la dépréciation. Mais les bouquins, mais c'est des mines d'or. Vous allez lire, vos enfants pourront lire, vos petits-enfants pourront lire. C'est de la connaissance qu'on transmet. La voiture, à l'exception de certaines qui vont devenir plus tard, avec un certain temps, effectivement des objets de collection,
voitures. Qu'est-ce que je vais faire avec 50 voitures dans ma maison? Il faudra 50 assurances, 50 visites techniques, 50 extincteurs. Attends, on est où là? Le livre, tu l'as acheté, tu l'as lu, il est dans ta bibliothèque, tu peux le relire, tu te rappelles d'une citation, tu veux la ressortir, tu la soulignes, tu vois si ça colle au contexte actuel. Il n'y a rien de plus passionnant. Un livre par mois, ça vous fait 12 livres dans l'année. Ça vous fait sur une période de 10 ans, vous avez une bibliothèque de 120 livres. Imaginez, vous avez une bibliothèque de 120 livres, votre voisin aussi. Et vous pouvez faire des échanges, vous pouvez avoir une bibliothèque commune qui peut être plus tard consultée par de jeunes entrepreneurs dans votre quartier, dans votre communauté. Sur 10 ans, 120 livres, le voisin 120. Au minimum, quand vous pouvez finir 2-3 livres par mois, tant mieux. Un vrai livre, pour moi, c'est un livre sale. Vous avez gribouillé, vous avez souligné. Pas un livre où, bon, vous lisez et vous êtes impatient de finir avec tellement ça vous ennuie. Ou vous êtes impatient d'aller à la page suivante tellement c'est passionnant. En un an, 12 livres. 60 livres en 5 années. Vous imaginez, c'est une bibliothèque. Si vous associez à 5 comme ça, vous avez 300 livres. Effectivement, il y a des livres qui seront identiques. Je vous dis, même dans un établissement, vous pouvez mettre facilement en place un système de bibliothèque. Chaque enfant emmène un nouveau livre chaque trimestre. Une classe rien que de 20 personnes. Chaque trimestre, un enfant emmène un livre, un livre, un livre. Chaque enfant va emmener 4 livres dans l'année. Pour 20 élèves, vous aurez 80 livres. Une bibliothèque garnie. Une classe de 20 élèves. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire comme ça, rien qu'avec un bouquin. Se cultiver, partager de la connaissance. Donc je pense que j'ai fait le tour des bouquins que moi je recommanderais, qui me paraissent intéressants, fondamentaux et nécessaires en fait. Mais il y a tellement de capacités, il y a tellement de connaissances, il y a tellement de choses qu'on apprend dans le livre, que c'est dommage que les gens, à tort ou à raison, ne s'intéressent pas à la lecture. C'est vraiment dommage. Moi, j'encourage les gens à lire, à se documenter. Inscrivez-vous dans les bibliothèques ou mettez en place le système de librairie ouverte comme ça. Chacun vient déposer